Merci d'écouter Radio Mali, il est 13h. Le journal, Salimata Dao. La première édition de la Semaine nationale de la réconciliation vient d'être lancée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Pendant une semaine, les Maliens vont se rencontrer, échanger, se pardonner et regarder ensemble vers un avenir plus paisible. C'est cela la motivation des autorités qui ont initié la rencontre. Attaque terroriste à Dialabougou, le poste de contrôle de la localité enregistre un bilan de 2 blessés légers. Les autorités régionales s'y sont rendues pour faire le constat. Le Mali constate une montée des eaux impressionnante cette année avec les fortes précipitations. 953 mm d'eau ont été recueillis. Comment les populations installées le long des cours d'eau perçoivent cette forte pluviométrie? Élément de réponse avec Valentin Roger Diallo. En sport, basketball, le championnat national de 2e division phase interligue donne son coup d'envoi aujourd'hui à Koutiala, en dames et messieurs. Et puis pour la finale de la Super Coupe, Assimi Goïta Bamako sera face à Mopti. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, vient de lancer la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Les autorités recherchent en cette organisation la paix, le pardon, la réconciliation et le bon vivre ensemble. Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. C'est le thème de la première édition. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a appelé à l'union sacrée pour la réussite de cette semaine. Je vous propose d'écouter le colonel Assimi Goïta au micro de Sila Bachili. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos terroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, qui participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon, sera, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, le Mali en a fortement besoin. En promouvant le dialogue sincère, facteur de pardon et de cohésion, nous ne faisons que revenir aux valeurs fondamentales que nous ont léguées nos aïeux. Les différentes initiatives jusqu'à ce jour prises par les autorités de la transition s'inscrivent dans la droite ligne de la préservation des fondements même de notre nation, mise à rude épreuve par les réalités du moment. Une semaine comme celle que nous lançons en ce moment est une aubaine pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que germent les perspectives de développement, facteurs d'épanouissement collectif. Il est donc de notre devoir de créer les conditions d'un retour à nos valeurs séculaires pour réconcilier les communautés, réconcilier l'État et les citoyens, en somme, réconcilier l'ensemble des composantes de notre pays afin de faire émerger une unité nationale plus solide, car ancrée dans les valeurs d'écoute mutuelle et de pardon.
C'est à ce prix que nous pourrions utilement orienter nos énergies ainsi que nos intelligences vers le développement réel de notre nation. C'est donc dire que la Semaine nationale de la réconciliation est celle de toutes les Maliennes et de tous les Maliens sans distinction de localité. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution à l'édification de cette nation résolument engagée dans une dynamique de refondation. Voilà le reportage complet sur cette cérémonie de lancement de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation dans nos prochaines éditions. Le poste de contrôle de Dialabogo à l'entrée de la ville de Ségou sur la route de Bla était la cible d'une attaque terroriste mardi dernier. Hier, les autorités régionales étaient sur place pour constater les faits. Le bilan fait état de 2 blessés légers, un bilan circonscrit grâce au dévouement des forces armées sur place. Kandesila. C'est ce mardi aux environs de 22h que le poste de contrôle de Dialabogo à l'entrée de la ville de Ségou sur la route de Bla a été la cible d'une attaque terroriste. Le bilan fait état de 2 blessés légers et de matériel incendié. Un bilan circonscrit grâce à la riposte des agents sur place. Afali Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Ça a été une attaque combinée de par les impacts que nous voyons sur les différents bâtiments. Et n'eût été la riposte des éléments qui avaient la possibilité de riposter, ils allaient incendier les postes. Nous vivons dans un environnement où nous ne sommes plus seuls. Le renseignement doit être de taille et la vigilance doit être de rigueur. J'exhorte les communautés et toutes les populations à collaborer de façon très franche avec les forces de défense et de sécurité. Les autorités régionales ont rendu une visite aux blessés à l'hôpital régional pour apporter le soutien de la nation aux blessés. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour leur thème. Le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique et ses partenaires Just Future, Corded et ADD viennent de tenir une série de tables rondes sur la révalorisation des institutions locales et coutumières dans la région des conflits, dans la gestion des conflits. Cette activité a rassemblé les organisations de la société civile, les leaders religieux et coutumiers et les instances des jeunes. Reportage Najim Babasisi. C'est une table ronde d'envergure régionale qui a regroupé successivement des leaders religieux, coutumiers et organisations de la société civile et les organisations des jeunes à l'initiative du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Cet exercice d'expression libre est axé sur comment revaloriser les institutions locales et coutumières dans la gestion des conflits et créer un cadre de collaboration entre forces de sécurité et population. Ibrahima Amadou Meiga, secrétaire général national du RENEDEP. En vue d'appuyer le processus d'adoption d'une loi valorisant les autorités traditionnelles et les cadis dans la distribution de la justice, nous avons souhaité réunir les acteurs concernés pour qu'ensemble nous puissions discuter des difficultés. Des échanges diversifiés et des anecdotes ont émaillé cette table ronde. Chacun est allé librement au fond de ses idées sur le sujet du débat. Bollo Al-Bakay, leader religieux, participants. C'est vraiment utile que les gens parlent de nous aujourd'hui, comment nous gérons nos affaires, comment nous gérons les conflits. Donc vraiment, les gens veulent revenir envers nous comme avant. Mohamed Ibrahim Yatara, participant. Aujourd'hui, les jeunes doivent être acteurs de ce processus-là parce qu'ils ont des contributions, les jeunes ont des stratégies, les jeunes ont des ambitions. Je pense que cette table ronde a permis de faire un exposé sur la situation globale de l'État du Mali sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice et sur le plan de l'État de droit. Au terme de ce travail empreint de sagesse, les rôles et les responsabilités des institutions locales et coutumières seront connus de tous et un plan d'implication et de valorisation de ces acteurs sera établi. Tombouctou, Najim Baba Sissé,
Mauloud Tandina pour l'ORTM. Hors du Mali, 2 responsables de la mine de Perkoa au Burkina Faso ont été condamnés hier à des peines de prison avec sursis pour homicide involontaire. Ceci intervient après la mort de 8 mineurs en avril dernier dans l'inondation des galeries de la mine de zinc. Il s'agit du Sud-Africain Aine Frey, directeur général de Nantou Mining, qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire par le tribunal de grande instance de Koudougou à l'ouest du pays. Il écope de 24 mois de prison avec sursis et 2 millions de francs CFA d'amende, soit 3 000 €. Et l'Australien Daryl Christensen, directeur des opérations de Birnekat Burkina à Nantou Mining, lui aussi reconnu coupable et condamné à 12 mois de prison avec sursis et 1 million de francs CFA d'amende, soit 1 500 €. Le président angolais João Lourenço doit être investi aujourd'hui à Luanda pour un second mandat reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives du 24 août dernier. Rappelons que dans ce pays d'Afrique australe, le président est élu à travers les élections législatives. Lourenço, 68 ans, doit prêter serment lors d'une cérémonie officielle sur la place de la République, lieu historique de la capitale où les funérailles nationales de son ancien mentor et ex-homme fort du pays, l'ancien président José Eduardo dos Santos, ont été organisées en pleine semaine électorale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à l'investiture, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Il est à noter que l'opposition a contesté les résultats du scrutin. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a mis en place hier le nouveau comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays, composé d'une 50aine de personnalités. Elles ont 3 mois pour proposer un nouveau fondement de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics reflétant les mœurs et coutumes de la société centrafricaine. Le président centrafricain dit se réjouir de cette nouvelle cellule de rédaction de la nouvelle constitution. De son côté, la Cour constitutionnelle poursuit l'examen des recours contre la formation de ce comité. Toutefois, les principales formations d'opposition ont refusé d'y participer, de même que l'Église catholique. La 22e réunion du Conseil des chefs d'État et de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, s'ouvre aujourd'hui en Ouzbékistan. Ce sommet réunit de nombreuses puissances, dont 2 représentants des pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, 4 puissances nucléaires ou encore des États qui comptent parmi les plus gros producteurs et consommateurs d'énergie. Un événement marqué par la présence du président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping qui doivent s'entretenir en marge du sommet. Cette année, le Mali a enregistré une importante quantité de pluie. 953 mm d'eau ont été enregistrés contre 736 mm l'année dernière à la même période, soit une différence de plus de 200 mm. Une montée des eaux qui constitue une menace pour les populations riveraines, en particulier. Une équipe conduite par Valentin Roger Dallot est allée à la rencontre des riverains de Bozola pour voir comment ils vivent cette situation. C'est un jour plus ou moins ensoleillé en ce début de matinée pour la population bamakoise. Au bord du fleuve Niger, du côté de Namassa-Dankan, les tanneurs, les lavandières, les briquetiers et autres personnes travaillent pour gagner leur vie. Juste à côté se trouve un regroupement d'habitations communément appelé Bozola-Dankan. Des maisons de fortune y sont construites. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on l'habitude de dire. Mais ici, les riverains ont un regard tourné vers le ciel par moments. Et la tristesse s'installe dès la tombée des premières gouttes de pluie. Car à chaque pluie, son lot de désolation et de mélancolie. Sékou Tidiane Sogoré est père de 3 enfants et habite Bozola Dankan depuis les années 90. Il nous raconte les calvaires qu'ils ont vécus récemment avec la pluie. La force de l'eau était combinée à celle de la pluie. L'eau a ruisselé dans nos chambres et a coulé sous nos affaires. Au temps d'ATT, 3000 personnes ont été recensées ici. Et aujourd'hui, on est plus nombreux que cela. Si l'eau venait à dépasser ce niveau, ce serait un désastre pour nous. Pour accéder à sa chambre et y passer la nuit, il a quelques astuces. Pour se coucher, on remonte les pantalons
et on monte se coucher sur le lit avec les enfants. Quand on a de la boue, on en met dans les chambres pour couvrir l'eau. Si Sogoré peut encore dormir dans sa chambre, d'autres n'ont pas cette chance. Une jeune fille que nous allons appeler Bintou nous montre l'intérieur de sa chambre avec de l'eau à même le sol. Et pour y accéder, elle est d'abord obligée de patauger dans l'eau. Elle a même abandonné sa chambre il y a quelques jours pour s'installer chez des voisines. Nyomine Kane est riveraine. Elle est mère de 2 enfants et voisine de Bintou. L'eau a détruit nos aliments. On n'a même plus d'argent. Je vends des détergents pour me débrouiller. Actuellement, je ne fais rien. On ne sait plus où donner de la tête. La montée permanente des eaux constitue alors un danger perpétuel pour ces riverains. À son passage sur le plateau du journal télévisé de ORTM1, Djouro Bokoum, directeur national de l'hydraulique, a indiqué que la crue de cette année est supérieure à celle de 1967. Quand on compare ces niveaux, mais par rapport à une année moyenne, nous constatons que les hauteurs d'eau observées sont supérieures à celles d'une année moyenne et aussi supérieures à celle aussi de 1967, qui est la plus forte crue qu'on n'ait jamais enregistrée dans l'histoire de l'hydrologie de notre pays. Et quand on considère aussi les informations de météo qui prévoient des fortes pluies courant septembre et qui vont se prolonger aussi jusqu'en octobre, donc tout laisse à croire que le niveau va continuer à monter. Au niveau de l'Agence nationale de la météorologie, ce sont 953 mm d'eau qui ont été enregistrés cette année, contre 736 mm l'année dernière à la même période. L'hivernage poursuivant son petit bonhomme de chemin, ces chiffres doivent continuer à alerter les populations riveraines en particulier. Amadou Diakité, chef de bureau des alertes et prévisions météorologiques à Mali Météo. Le conseil que moi je pourrais donner à la population malienne et plus particulièrement aux riverains du fleuve, c'est de prendre les précautions, suivre les informations de la météorologie et de l'hydrologie, à savoir les risques qu'ils encourent en exploitant les berges des cours d'eau qui traversent le pays. Donc s'ils ont assez d'informations, ils vont se préparer en conséquence pour ne pas être surpris par la montée des eaux et être confrontés à des dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. Les habitants de Bozola-Dankan ont déjà une vie précaire. À cela s'ajoute la montée des eaux constituant une nouvelle menace qui plane sur leur existence. Ils en appellent aux bons samaritains. « 13h passées de 18 minutes, nous allons à présent parler sport. Football, basketball d'abord. Le championnat national de la 2e division, phase interligue, donne son coup d'envoi aujourd'hui à Koutiala en dames et messieurs. En football, sur le plan national, Bamako Mopti, c'est l'affiche de la finale de la Super Coupe Assimi Goïta. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. La finale de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2022, mettra aux prises Bamako et Mopti. En demi-finale jouée hier, l'équipe de Bamako a battu le CNT par 2-1. En seconde demi-finale, Mopti a dominé l'équipe du gouvernement par le score de 4-2. La finale mettra donc aux prises demain vendredi Bamako et Mopti. Le coup d'envoi est prévu pour 16h au stade Mamadou Konati. Auparavant, en match de classement, le CNT jouera contre le gouvernement. Cette rencontre est programmée pour 9h. Notons que cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2022, avait la participation des 8 ligues régionales plus les formations de Bamako, présidence, CNT et du gouvernement. Basketball à présent, le championnat national de 2e division phase interligue donne son coup d'envoi aujourd'hui à Koutiala. 16 formations en dames et messieurs prendront part à cette interligue du championnat national de basketball à Koutiala. Au programme de la première journée aujourd'hui, en dames, le centre de formation Salamatou Maïga de Kaï sera opposé au centre Bintou Damele de Koulikoro. Le Tata de Sikasso sera face à l'US Nyono. Chez les messieurs, le Sigui de Kaï affrontera le centre Bintou Damele de Koulikoro. L'Union sportive de Miangala se mesurera au centre Fallé. À présent, la leçon de sport. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les fautes les plus fréquentes en volleyball. Le volleyball, à l'image des autres sports, est une discipline codifiée. Voilà pourquoi certains faits de jeu sont considérés comme infractions à la règle. Isaac Tchenou nous en parle en rediffusion. Le volleyball est un sport d'équipe qui a des règles de jeu spécifiques.
Pour marquer un point, il suffit tout simplement de faire tomber le ballon dans le camp adverse ou lorsque le protagoniste commet une faute. Au volleyball, il y a plusieurs fautes, mais certaines sont plus fréquentes. Emmanuel Kamaté, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball, nous cite les plus fréquentes. Il y a plusieurs sortes de fautes de jeu, parmi lesquelles je m'en vais vous citer la faute de position, les fautes au filet, les fautes de pénétration, les fautes d'attaque, les fautes de service, les fautes de contre, les fautes de ligne. La première faute dans le volleyball est la faute de position. Cela se justifie par une erreur de placement. Comment les différentes fautes sont constatées? Emmanuel Kamaté. Par exemple, les fautes de position, ça c'est si le joueur ne respecte pas son placement correct au moment où le serveur frappe le ballon, donc il y a une faute de position. Faute au filet par exemple, si le joueur touche la bande blanche sur la partie supérieure du filet avec n'importe quelle partie du corps ou du vêtement, et ça c'est une faute au filet. Par exemple, la faute de pénétration. Si un joueur pénètre l'espace adverse en gênant l'équipe adverse, ça c'est une faute de pénétration. Bon, la faute de frappe d'attaque par exemple, si les joueurs arrière, donc au poste 1, 5, 6, attaquent une balle haute que le filet en étant à l'intérieur de la zone d'attaque. Ça veut dire que les joueurs arrière ne doivent pas sauter plus haut pour attaquer la balle au-dessus du filet. Maintenant, la faute au contre, un joueur qui contre le ballon directement au-dessus du filet sur le service adverse. Ça veut dire que le service est libre. Personne ne doit faire un contre au service. Il y a également la faute de ligne qui en découle de l'inatation. Emmanuel Kamaté précise. Un joueur saute à l'intérieur de la ligne des 3 mètres pour attaquer. Ça veut dire faire passer le ballon avant que le serveur ne touche la ligne extérieure du terrain au moment du service. Ça, c'est une faute de ligne. Donc, il ne doit pas empiéter la ligne extérieure avant de faire le service. Au volleyball, chaque faute est un avantage de points pour l'adversaire. Chronique judiciaire. Suite fin de notre série de numéros consacrés à Bolé mineur, l'établissement de détention des garçons mineurs. Ici, différents ateliers tels que la menuiserie, la coiffure, le sport sont proposés aux enfants en fonction de leur choix. Objectif, favoriser une meilleure intégration sociale de ces derniers. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djimdi. Les garçons mineurs en conflit avec la loi sont gardés 10 ans placés en détention à Bolé. Malgré leurs conditions carcérales, l'État, à travers le ministère de la Justice, a pris tout un ensemble de mesures en leur faveur. Objectif, favoriser la réinsertion socio-économique de ces derniers après leur séjour à Bolé. Différents modes d'apprentissage leur sont proposés en fonction de leur sensibilité. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. Il y a l'atelier menuiserie métallique, il y a l'unité menuiserie bois, il y a la coiffure, une salle de coiffure, il y a le jardinage, il y a le sport. C'est pour nous des activités que nous faisons dans le cadre de l'épanouissement de l'enfant. Ces ateliers permettent aussi de faire l'initiation, de faire aussi ce qu'on appelle leur apprentissage, leur formation, afin de les préparer à une meilleure intégration sociale. Donc ça exprime cette volonté d'engouement politique, de prise en charge totale de ces enfants-là dans ces différentes activités pour les préparer à retourner dans la société dignement. L'ensemble de ce dispositif mis en place contribue à préparer l'enfant au métier qu'il aura choisi. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. L'ensemble de ces unités, en tout cas au total de 6, concourent à l'expression de cette volonté de prise en charge à travers les objectifs que je viens de citer là. Donc, ils concourent tous dans une action transversale à former l'homme, entre guillemets, qui est le mineur, pour qu'il puisse retrouver sa normalité de comportement, d'attitude, d'expression, d'intelligence s'il faut, ça veut dire sa globalité, sa personnalité, afin qu'on le prépare à la sortie et retrouver dignement, n'est-ce pas, la société à laquelle il doit retourner librement. Et avec cette fois-ci, un minimum nécessaire de moyens, qui est des moyens de production, qui
et de moyens d'activité à travers des ateliers. Avec ces différentes formations, les mineurs devaient être à l'abri de certaines pratiques, du coup susciter en eux le goût de travailler et de gagner dignement leur vie. Voilà, il est 13h passé de 25 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao, mise en onde Abse Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Dao. Marcel Tessouga a assuré la transmission sur nos plateformes digitales. Restez avec nous, les programmes continuent sur Radio Mali. Tout à l'heure, Fatim Dambélé va s'installer pour la lecture des avis et communiqués. Merci et bon après-midi.